Le doux ronronnement de l'air conditionné dans mon bureau contrastait fortement avec la tempête de pensées qui tourbillonnait dans mon esprit. Je suis Anna, une avocate de 28 ans. Ma vie actuelle est bien loin de l'agitation de mon enfance, un passé que j'ai gardé secret, même vis-à-vis de mes proches. Et la sérénité de mon bureau a été brisée par la sonnerie de mon téléphone. L'écran affichait un numéro inconnu, mais quelque chose de sinistrement familier s'en dégageait. D'une main hésitante, je répondis. Anna à l'appareil, dis-je, ma voix mêlant professionnalisme et prudence. Anna, c'est ton père, dit la voix, empreinte d'une nervosité qui ne fit rien pour calmer mon appréhension grandissante. Un frisson me parcourut. Cela faisait plus de 10 ans que je n'avais pas entendu cette voix, une voix qui signifiait autrefois la sécurité et l'amour, mais qui était devenue le symbole de la trahison et de la douleur. Pourquoi m'appelles-tu ? Demandai-je, mes mots tranchant le silence qui suivit son introduction. J'ai des problèmes, Anna. Financièrement. J'ai besoin de ton aide, dit-il, la voix légèrement fêlée. Sa demande, aussi sincère soit-elle, a allumé un feu de ressentiment en moi. Mon aide ? Tu as besoin de moi après toutes ces années ? Rétorquai-je, l'incrédulité et la colère se mêlant dans mon ton. Oui, je ne te le demanderais pas si ce n'était pas sérieux. Je suis vraiment dans le pétrin, poursuivit-il, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Tu n'es plus mon père depuis longtemps. Tu ne peux pas m'appeler maintenant et t'attendre à ce que je t'aide. J'ai répondu, d'une voix froide et inébranlable. Il y a eu une pause au bout du fil, un silence pesant qui ressemblait à un gouffre infranchissable. Anna, je t'en prie. Je suis toujours ton père, a-t-il dit, tentant faiblement de raviver un lien éteint depuis longtemps. Le mot papa lui paraissait étranger, presque dérangeant. Un père ? Tu as perdu ce titre quand tu l'as choisi à ma place. J'ai répondu. Les années de colère et de souffrance refoulées se frayant un chemin dans mes mots. Tu es ma fille. J'ai pensé, tu as mal pensé. Je l'ai interrompu, le coupant au milieu de sa phrase. Tu as fait ton choix il y a des années, et maintenant j'ai fait le mien. Sa voix était un mélange de supplication et de désespoir. Anna, je suis désolée. J'ai juste besoin d'une faveur. Le mot désolé résonnait dans mon bureau, un son creux et vide de sens. Les excuses ne changent pas le passé. Je ne peux pas t'aider. J'ai dit fermement et j'ai raccroché. Mon enfance, avant l'âge de 10 ans, a été remplie d'amour et de rire, ce qui témoigne de la vie merveilleuse que mes parents et moi partagions dans notre petite maison louée. Ma mère, un phare de joie et de gentillesse, remplissait nos journées de chaleur et nos nuits d'histoire et de rêves. Mon père, autrefois un homme enjoué et attentionné, passait ses soirées à jouer avec moi ou à m'apprendre de petites choses sur le monde. Notre maison était un cocon de bonheur, où chaque jour était une aventure et chaque nuit un doux rêve. Mais notre vie heureuse s'est brusquement arrêtée avec la mort prématurée de ma mère. La maison qui résonnait autrefois de rire et d'amour s'est transformée en un mausolée silencieux de souvenirs. Je me souviens d'avoir parcouru les pièces, chaque coin me rappelant brutalement son absence. La perte était insupportable, non seulement pour moi, mais aussi pour mon père, qui venait de perdre l'amour de sa vie. Cependant, la profondeur de son chagrin a semblé diminuer rapidement, à ma grande confusion et à mon grand désarroi. En l'espace de quelques mois, il a ramené à la maison Marisa, une femme qui allait jouer un rôle important dans notre vie. Je me souviens du jour où il l'a présentée, un jour qui a marqué la fin de mon enfance chérie. Anna, voici Marisa. Elle va rester avec nous. Annonça mon père un soir, d'une voix dépourvue de la chaleur à laquelle j'étais habituée. J'ai levé les yeux vers elle. À la recherche d'un soupçon de chaleur maternelle ou d'amabilité, mais je n'en ai trouvé aucun. Sa présence était imposante, son regard froid et calculateur. Bonjour, Anna, a dit Marisa, d'une voix douce mais dépourvue d'émotion véritable. Son sourire, au lieu d'être réconfortant, semblait cacher quelque chose de sinistre sous sa surface. Dans les jours qui suivirent, la maison sembla différente, comme si les murs eux-mêmes reculaient devant sa présence. Les souvenirs joyeux du passé semblaient s'estomper,
remplacé par un malaise persistant qui s'installait dans chaque coin. Je me souviens d'avoir regardé Marisa, essayant de trouver quelque chose de rédempteur ou d'aimable en elle, mais chaque regard, chaque geste, semblait empreint d'une animosité inexprimée. Il était clair qu'elle n'était pas là pour combler le vide laissé par ma mère, mais pour tisser un nouveau récit, dans lequel je n'étais pas le bienvenu. En la regardant se déplacer dans notre maison, une maison qui se sentait autrefois sûre et heureuse, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que son arrivée marquait le début de quelque chose d'inquiétant. La façon dont elle me regardait, avec des yeux qui semblaient cacher plus qu'ils ne révélaient, n'augurait rien de bon pour l'avenir. Les jours qui ont suivi l'arrivée de Marisa ont été comme un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Et la maison, autrefois remplie des rires et de l'amour de ma mère, semblait désormais froide et peu accueillante. Et la présence de Marisa jetait une ombre sur tout, transformant même les routines quotidiennes les plus simples en une série de luttes. Un matin, alors que je m'asseyais pour prendre mon petit déjeuner, j'ai remarqué que ma nourriture avait un goût salé inhabituel. « Marisa, tu as mis trop de sel ? » ai-je demandé d'une voix hésitante. « Ah bon ? C'est sûrement une erreur. »« Mange, Anna. »« Ne sois pas si difficile, » répondit-elle, le ton dédaigneux. Presque moqueur. Les incidents sont devenus plus fréquents et plus méchants. Je me souviens avoir trouvé mes vêtements abîmés après la lessive. « Marisa, mes vêtements sont tout défraîchis. »« Qu'est-ce qui s'est passé ? » ai-je demandé un jour, en montrant ma robe préférée, maintenant décolorée et impossible à porter. Elle a jeté un coup d'œil et a haussé les épaules avec nonchalance. Peut-être que la machine à laver fait des siennes. Ou bien il est temps que tu arrêtes de porter des vêtements aussi puérils. J'y ai ressenti un élan de frustration, mais une nouvelle dispute ne ferait qu'empirer les choses. Me sentant impuissant, je me suis tourné vers mon père, espérant qu'il verrait clair dans sa façade. Papa, Marisa abîme mes affaires. Elle est toujours méchante avec moi. Lui ai-je dit un soir, la voix tremblante de colère et de tristesse. Et la réaction de mon père fut loin d'être celle que j'espérais. Anna, tu te fais des idées. Marisa fait de son mieux pour s'intégrer dans notre famille. Arrête de faire des histoires. Dit-il sévèrement, ces mots étant très tranchants. Mais papa, c'est la vérité. J'ai protesté, mais il n'a pas voulu m'écouter. Ça suffit, Anna. Je ne veux plus entendre tes accusations. Il m'a répondu, sa voix s'élevant dans la colère. Chaque jour était une bataille, essayant de naviguer entre l'hostilité de Marisa et l'indifférence de mon père. La maison, qui était autrefois un sanctuaire, ressemblait désormais à une prison. J'ai commencé à passer plus de temps dans ma chambre, essayant d'échapper à la tension constante qui régnait dans l'air. Dans cette maison des horreurs, je me sentais seule et incomprise. La sécurité et le bonheur qui remplissaient autrefois ces murs ont été remplacés par la peur et l'anxiété. Chaque jour, je me languissais du passé, de l'époque où le sourire de ma mère suffisait à illuminer toute la pièce. Un contraste saisissant avec l'obscurité qui régnait désormais dans tous les coins. Vivre avec Marisa est devenu une épreuve quotidienne d'évasion et d'endurance. Son hostilité à mon égard est passée des coups de gueule à la violence physique. Cela a commencé subtilement, un pincement sur mon bras ou une torsion sur mon ventre, toujours dans des endroits facilement dissimulés sous mes vêtements. La douleur était vive, un rappel cruel de mon impuissance en sa présence. J'ai développé des stratégies pour l'éviter, constamment à l'affût de ses allées et venues dans la maison. J'y prenais de longs chemins pour me rendre dans ma chambre où j'attendais qu'elle soit occupée avant de me déplacer. Malgré mes efforts, il y avait des moments où elle me prenait au dépourvu, et ces moments se traduisaient toujours par une certaine forme de douleur. Un jour, alors que je lisais tranquillement dans le salon, Marisa est entrée, sans raison apparente, m'a pincé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. J'ai grimacé de douleur, mais je me suis retenue de protester. Elle m'a regardé avec un sourire froid et triomphant avant de s'éloigner. Lors d'une des rares visites de grand-mère, elle a remarqué mes mouvements prudents et la façon dont j'ai tressailli lorsque la voix de Marisa a résonné dans la maison. « Anna, tout va bien à la maison ?» demande grand-mère, la voix pleine d'inquiétude. Je l'ai regardée, j'avais très envie de lui dire la vérité, mais la peur et le désir de la protéger de l'inquiétude m'en ont empêché. « Oui,
Grand-mère, tout va bien. J'ai juste beaucoup de travail à faire à l'école. J'ai menti en lui offrant un sourire forcé. Elle a semblé incertaine, mais n'a pas cherché à en savoir plus. Je me sentais coupable de l'avoir trompé, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de lui causer de la peine. Ce soir-là, quand grand-mère est partie, j'ai vu Marisa regarder par la fenêtre. L'air satisfait. C'était comme si elle savourait le fait qu'elle avait le contrôle sur moi, qu'elle pouvait me faire du mal et s'en tirer. Son regard triomphant indiquait clairement que c'était elle qui détenait le pouvoir et que je n'étais qu'un joueur impuissant dans son jeu tordu. Je me suis retiré dans ma chambre, me sentant piégé dans un cycle d'abus et de silence. Et la douleur physique causée par les pincements et les torsions de Marisa était supportable comparée à l'agitation émotionnelle que je ressentais. L'école était mon sanctuaire, un endroit où je pouvais brièvement échapper à la misère de ma vie familiale. Mais même là, les ombres de mes luttes à la maison commençaient à s'infiltrer. Mon professeur, Madame Thompson, une femme au grand cœur qui encourageait toujours ses élèves, a commencé à remarquer des changements en moi. Un jour, alors que je remettais mes devoirs, elle m'a doucement attrapé le poignet, ses yeux étant attirés par les bleus sur mon bras. Anna, que s'est-il passé ici? On dirait des bleus, dit-elle, la voix pleine d'inquiétude. J'ai rapidement retiré mon bras, couvrant les bleus avec ma manche. Ce n'est rien, Madame Thompson. Je suis juste. Je suis tombée en jouant. J'ai menti, évitant son regard. Madame Thompson n'avait pas l'air convaincue. Anna, si quelque chose ne va pas, ou si quelqu'un te fait du mal, tu peux me le dire. C'est important de parler. Elle a insisté, ses yeux cherchant la vérité dans les miens. Je voulais me confier à elle, lui dire tout ce qui concernait Marisa et comment je vivais dans une peur constante, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, j'ai forcé un sourire. Vraiment, Madame Thompson, je vais bien. Ce n'était qu'un accident stupide, ai-je dit. Elle m'a jeté un long regard pensif, puis a hoché lentement la tête. Très bien, Anna. Mais n'oubliez pas que ma porte est toujours ouverte. Tu n'es pas seule, dit-elle en me faisant un sourire rassurant. J'ai acquiescé, sentant une boule se former dans ma gorge. Sa gentillesse rendait encore plus difficile le fait de maintenir l'apparence que tout allait bien. En rentrant chez moi ce jour-là, les mots de Madame Thompson résonnaient dans mon esprit. Je ressentais à la fois de la gratitude pour sa sollicitude et un profond sentiment de solitude à force de porter seul mon fardeau. L'idée de révéler la vérité sur ma vie à la maison était terrifiante. Je craignais les conséquences, ce que Marisa pourrait faire si elle découvrait que j'avais parlé à quelqu'un. Ce soir-là, au dîner, j'étais silencieux, perdu dans mes pensées à propos de l'offre d'aide de Madame Thompson. Marisa a remarqué mon silence. Pourquoi es-tu si silencieuse ce soir, Anna? Le chat a pris ta langue, m'a-t-elle demandé d'un ton moqueur. J'ai simplement secoué la tête et j'ai continué à manger, en essayant de me faire aussi petite et discrète que possible. Après le dîner, alors que j'étais allongée dans mon lit, la réalité de ma situation me parut plus accablante que jamais. L'inquiétude de Madame Thompson m'avait montré que les gens s'intéressaient à moi, mais la peur de révéler la vérité m'empêchait de parler. J'étais prise entre le désespoir d'en parler à quelqu'un et la peur des représailles de Marisa, un exercice d'équilibre que je pratiquais tous les jours. Le jour où mon professeur, Madame Thompson, a décidé d'impliquer mon père, j'ai vécu une journée pleine d'anxiété et d'effroi. Je me suis assise dans le bureau du principal, remuant nerveusement mon esprit. S'emballant à l'idée de la réaction de mon père. Lorsqu'il arriva enfin, son visage était sévère, ses yeux trahissaient un mélange d'irritation et d'embarras. De quoi s'agit-il, Anna? Pourquoi me fait-on venir dans ton école comme ça, demanda-t-il, la voix tranchante en entrant. J'ai jeté un coup d'œil à Madame Thompson, à la recherche d'un semblant de soutien. J'y déglutis difficilement et j'essaie de trouver ma voix. Papa, Madame Thompson a vu, elle a vu les bleus. Ai-je balbutié, sentant le poids de son regard sur moi. Avant que je puisse m'expliquer davantage, il m'a interrompu, sa colère étant palpable. Des bleus? Qu'est-ce que tu racontes? Tu inventes encore des histoires? Madame Thompson est intervenue, le ton ferme et calme à la fois. M. Smith, je m'inquiète du bien-être d'Anna.
Les bleus sur son bras ne semblent pas accidentels. Nous devons nous pencher sur la question. Le visage de mon père s'est assombri sous l'effet de la colère. Elle est en sécurité à la maison. Anna, es-tu en train de répandre des mensonges sur notre famille? Il s'est tourné vers moi, sa déception était évidente. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler. Ce ne sont pas des mensonges, papa. Marissa, elle me fait du mal. J'ai réussi à sortir, la vérité faisant enfin surface. Il réagit avec une incrédulité totale. Marissa, c'est ridicule. Elle n'a été que gentille avec Théo. Je ne veux pas que tu la calomnies avec ces accusations. Mais papa, c'est la vérité. J'ai crié, désespéré qu'il me croie. Il se leva brusquement, sa patience s'épuisant. Ça suffit. Dis à Madame Thompson que tu as tout inventé. Je me tournai docilement vers l'enseignante et répétai ces paroles. Elle m'a répondu par un signe de tête sans rien dire. En arrivant à la maison, sans un mot de plus, il m'a enfermé dans ma chambre. À travers la porte, je pouvais entendre la voix de Marissa, dégoulinante de fausses inquiétudes. Je t'avais dit qu'elle cherchait juste à attirer l'attention, dit Dachel. Je me suis assise sur mon lit, ressentant un profond sentiment d'isolement et de désespoir. La seule personne sur laquelle je pensais pouvoir toujours compter m'avait tourné le dos. Les murs de ma chambre, qui m'avaient semblé être un havre de paix, ressemblaient désormais aux murs d'une prison. Je suis restée allongée. Pensant à tout ce qui s'était passé. Et la douleur des sévices physiques n'était rien comparée au tourment émotionnel que représentait le fait d'être incrédité et puni par mon propre père. J'ai durement réalisé que la personne qui était censée me protéger et m'aimer inconditionnellement était désormais la source de ma douleur, la plus profonde. Les jours qui ont suivi mon enfermement dans ma chambre ont été parmi les plus sombres que j'ai jamais vécus. Prisonnière d'un sentiment de solitude totale, j'ai réalisé que mon seul espoir résidait dans ma grand-mère, la mère de mon père. C'était une femme gentille et aimante qui m'avait toujours témoigné de l'affection, mais je n'avais jamais osé l'accabler de mes problèmes à la maison. Un soir, alors que j'étais sûre que Marissa et mon père étaient occupés, j'ai trouvé le courage d'appeler ma grand-mère. Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé son numéro. Allô? Sa voix familière et chaleureuse a retenti dans le téléphone. Grand-mère, c'est moi, Anna. J'ai dit, en essayant de garder une voix stable. Anna, ma chère, comment vas-tu? M'a-t-elle demandé, son ton étant empreint d'une véritable sollicitude. Les larmes me montent aux yeux et je réponds, grand-mère, j'ai besoin d'aide. Est-ce que je peux venir et rester avec toi pendant un moment? Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. Qu'est-ce qui ne va pas, Anna? Il s'est passé quelque chose? J'ai pris une grande inspiration, les mots se sont précipités. C'est Marissa, elle me fait du mal et papa ne veut pas me croire. Je ne sais pas quoi faire. Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix et elle a rapidement répondu, bien sûr, ma chère. Viens tout de suite. Je m'en occupe. Le lendemain, ma grand-mère est arrivée. C'était une petite femme, mais sa présence emplissait la pièce. Elle a fait face à mon père avec une force qui m'a surpris. John, j'emmène Anna avec moi. Elle n'est pas en sécurité ici. Déclara-t-elle fermement. Mon père, décontenancé, tenta de protester. Maman, tu ne peux pas l'emmener comme ça. C'est ma fille. Ta fille que tu n'as pas su protéger, répliqua-t-elle vivement. Je ne vais pas rester là à la regarder souffrir. Marissa tente d'intervenir. Ce n'est qu'une enfant qui invente des histoires. Tu ne peux pas la croire plutôt que nous. Grand-mère se tourne vers Marissa, le regard dur. Je sais reconnaître un enfant effrayé quand j'en vois un. Anna vient avec moi, et si vous essayez de m'en empêcher, je porterai l'affaire devant les autorités. Mon père, se rendant compte qu'il était vaincu, n'opposa plus aucune résistance. Tandis que je rassemblais mes affaires, j'ai vu l'expression de Marissa passer du défi à la défaite. En quittant la maison avec ma grand-mère, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis des mois,
je me sentais en sécurité. Le trajet en voiture jusqu'à chez ma grand-mère était calme, mais sa présence était réconfortante. Une fois arrivée, elle s'est tournée vers moi et m'a dit, « Tu es en sécurité maintenant, Anna. Tu n'as plus à t'inquiéter. » Dans la maison de ma grand-mère, j'ai trouvé l'amour et la sécurité qui manquaient à ma vie. C'était un havre où je pouvais guérir et reprendre des forces. Le contraste entre sa maison nourricière et la froideur de la maison de mon père était saisissant. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau, libéré de la peur et de l'anxiété qui m'accablaient. Des années s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la maison de mon père pour aller vivre chez ma grand-mère. Sa maison avait été un sanctuaire, un lieu de guérison et d'amour. Mais le temps, comme il le fait, a avancé, et avec lui une nouvelle vague de changements. Ma grand-mère bien-aimée est décédée, laissant un vide qui semblait impossible à combler. À l'enterrement, mon père et Marissa se sont présentés. Leur visage mêlant un chagrin fin et un empressement mal déguisé. Et elle était claire qu'ils étaient plus intéressés par ce qu'ils pourraient tirer de son décès que par le fait de pleurer sa perte. Après l'enterrement, alors que nous étions réunis dans la maison de ma grand-mère, Marissa n'a pas perdu de temps. « Anna, je suppose que tu vas devoir trouver un nouvel endroit où vivre. Cette maison et tout ce qu'elle contient appartiennent désormais à ton père. » dit-elle, la voix teintée d'une joie à peine dissimulée. Mon père acquiesça, ses yeux balayant la pièce comme s'il planifiait déjà ce qu'il allait faire de la maison. Je n'ai pu m'empêcher de sourire, une réaction qui a semblé les troubler. En fait, c'est là que vous vous trompez, dis-je, l'assurance de ma voix les surprenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, demanda mon père, dont l'expression se transforma en confusion. J'ai pris une grande inspiration, savourant le moment. Grand-mère a laissé un testament. Elle m'a légué la maison et une importante somme d'argent. J'ai expliqué, en observant leurs expressions passer de la confusion à la stupeur. Mais tu n'es qu'un enfant. Je suis ton père. C'est à moi qu'il revient de gérer l'héritage que tu recevras. Mon père a bégayé, son sentiment d'être dans son bon droit étant évident. Oui, jusqu'à ta majorité, ton père gérera tes biens. De bonnes perspectives. Leur réaction était presque amusante. Vous vous fichez tellement de moi que vous ne m'avez même pas souhaité un joyeux anniversaire. J'ai eu 18 ans il y a un mois. Je suis légalement un adulte maintenant. Je prends mes propres décisions. Je l'ai dit fermement, savourant l'expression de réalisation qui se dessinait sur leur visage. L'expression de mon père est passée du choc à la colère, puis à une sorte de supplication désespérée. Anna, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Je les ai regardés. Les souvenirs de mon enfance me revenant en mémoire. Vous avez cessé d'être ma famille il y a longtemps. J'ai dit, d'une voix ferme. Marissa s'est avancée, le ton suppliant, laisse-nous au moins rester dans la maison. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas prolongé le bail de notre maison. Je secoue la tête. C'est ma maison maintenant. Vous devrez trouver un autre endroit. Lorsqu'ils sont partis, le poids d'années de souffrance et de négligence a semblé s'envoler de mes épaules. Je me tenais dans la maison qui était désormais la mienne, une maison remplie de souvenirs de l'amour de ma grand-mère, et j'ai ressenti un sentiment d'apaisement. Les échos du passé que l'appel de mon père avait ravivé sont restés. Je suis restée assise, le téléphone à la main, en proie à un tumulte d'émotions. La colère, la trahison et un sentiment d'injustice. Mais au milieu de tout cela, il y avait aussi un sentiment de force, un rappel de la résilience qui m'avait porté dans les moments les plus sombres.